Bonjour tout le monde, il est temps de commencer cette nouvelle session. Je laisse 30 secondes aux gens pour qu'ils puissent trouver une place. Donc je m'appelle Nicolas Chopin, je suis professeur de statistique à l'NSAE et donc je vais donc être le responsable de cette session. Je vais demander aux trois personnes qui vont faire un exposé de respecter la contrainte des 15 minutes. J'aurai des petites affiches, 5 minutes, 2 minutes, conclure. Alors conclure, ça veut dire vous avez déjà conclu, d'accord? Bon, la porte est fermée, on va commencer tranquillement. Tout est bon pour Zoom, tout le monde est là. Donc je laisse la place tout de suite à notre premier orateur, Dominique de l'INRAE, qui va nous parler de classification sur distance de Wasserstein. Merci Dominique. Merci Monsieur le Président. Donc je vais vous présenter un exposé sur la distance de Wasserstein et ses applications, sachant que c'est une distance entre distributions et que ce que je vais présenter peut s'appliquer également à d'autres problèmes que les coûts spécifiques, l'estimation des coûts spécifiques en agriculture, les coûts de production. Mais c'est sur cet exemple-là que je vais vous le présenter, puisque c'est des études que je poursuis depuis un certain nombre d'années. Bien, alors donc mon propos sera divisé en 3 parties. Après l'introduction, je vous présenterai de façon brève l'estimation des coûts spécifiques tels qu'on le réalise à l'INRAE, la distance, les concepts de distance et de test qui vont avec la distance de Wasserstein, et les applications qui sont essentiellement des applications descriptives, donc analyse factorielle sur tableau de distance, classification ascendante hiérarchique, test quadratique, et algorithme divisif, classification divisive. Et puis j'en viendrai aux conclusions. Alors c'est un problème pour l'estimation des coûts de production où il y a une longue tradition, je dirais, de collaboration entre l'INRA à l'époque, l'INRA, Institut national de recherche agronomique, et l'INSEE. J'en veux pour preuve que mon directeur de thèse, Jean-Christophe Bureau, ça a été un de ses premiers papiers en collaboration avec quelqu'un de lycée. Et donc, ça va me revenir le nom de la personne INSEE, mais donc il a exploré ce problème-là d'estimation qui en fait peut s'assimiler à l'estimation d'un tableau d'input-output avec en ligne les charges qu'on essaie de prévoir à partir des produits bruts de chaque spéculation agricole, de chaque produit agricole ou de chaque groupe de produits agricoles. Donc ça revient à, connaissant les marges du tableau d'input-output, à estimer les cases du tableau, donc les coefficients d'affectation qu'on appelle parfois des coefficients techniques. Donc il y a plusieurs méthodes de régression qui ont été testées, introduites, chacune avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et ma contribution a été de tester, dans le cadre de ma thèse, les méthodes de régression quantile, puisque on n'a pas toujours les données individuelles, même qu'elles fussent anonymisées ou pas, mais on peut avoir des classes ordonnées, des données de type, ce que j'appellerais des données, enfin, ce qui est appelé des données de type histogramme dans la littérature francophone. Et donc là, ça revient finalement à optimiser un critère de minimisation des écarts en valeur absolue entre la partie observée et la partie estimée. X qui est observé et la partie estimée Y, à partir de Y, qui est estimée à partir de Y, avec une pondération qui dépend de l'intervalle taux qu'on étudie, dans lequel on se situe. Alors on peut avoir des choses qui se représentent plus ou moins des processus qui sont quasi continus, si on a beaucoup de points d'observation, où on peut aller pratiquement là, on peut aller jusqu'au centile, et puis on peut aussi avoir quelques classes d'observation, comme ici où on est dans le cadre des quintiles, de quintiles. Alors, le processus d'estimation, ce processus quantile, va nous fournir des quantiles conditionnels, donc des quantiles estimés conditionnellement à l'observation des produits, qui vont être contigus et associés à une pondération. Là, c'est pratiquement, comme c'est des centiles ou des quintiles ou des déciles, qui est pratiquement homogène, pondération homogène. Alors, ces intervalles forment bien sûr ce qu'on appelle une tribu, et une pondération leur est associée qui vérifie les axiomes d'une probabilité discrète, mesure positive et finie.
Alors c'est là qu'on va faire une première hypothèse, c'est qu'on va estimer qu'à l'intérieur de chaque intervalle, on a une distribution localement uniforme. Chaque intervalle moyennant cette hypothèse de base, on peut assimiler l'intervalle, au lieu de l'assimiler à une paire minimum suprémum, on peut utiliser le centre de l'intervalle et son rayon. Voilà. Alors la distance de Wasserstein, c'est une distance donc entre distributions d'intervalles, entre deux distributions d'intervalles qui va prendre le carré, l'écart au carré. Alors on peut, ça c'est la distance quadratique de Wasserstein, mais on peut utiliser des distances d'ordre 1, d'ordre 2 quadratique, d'ordre 3 et jusqu'à l'ordre P, comme des distances de Minkowski un petit peu. Alors elle va prendre en compte l'écart entre les centres, mais aussi les variations de rayon. Donc, qui vont permettre d'estimer plus ou moins, c'est un paramètre, on va dire, de forme, plutôt que de variabilité. Munis de pondérations qui seront conjointes, si on compare deux intervalles qui peuvent ne pas être équipondérés, à ce moment-là, on prend une mesure conjointe qui est en pratique la moyenne des deux pondérations. Et ça peut être sans difficulté étendu à un espace multivarié si, comme nous, on a un vecteur multivarié, c'est-à-dire l'ensemble des coûts de production à prédire qui peuvent se répartir en le coût de l'eau, le coût de l'énergie, le coût de la terre, etc., selon différents items, selon différents inputs. Et donc là, ça s'exprime par cette formule que vous avez en bas, là, qui prend en compte l'écart au carré et puis la moyenne des rayons, enfin une moyenne des rayons. Donc ce test de Wasserstein permet de comparer deux distributions empiriques, donc le test d'ordre K, c'est à la puissance 1 sur K, et la racine km, et donc le calcul de la p-value, de la p-valeur associée à la statistique est basé sur l'inégalité DFK, qui fournit une limite maximale à la distance entre une fonction de distribution empirique et une fonction de distribution théorique sur un échantillon de taille n. Et donc le DFK prévoit une limite, mais elle est théorique, elle reste théorique. Et donc il y avait une conjecture en 58 de Birnbaum et McCarthy qui pose C égale 2, enfin cette constante égale à 2. Et en fait, Massard a prouvé en 90, qui était à Orsay, qui est encore à Orsay, a prouvé que cette constante, c'était bien 2. D'accord ? Et donc, ça permet de dériver un test en pratique, et qui, là, va être basé sur des hypothèses distributionnelles. Nous, on fera l'hypothèse distributionnelle d'uniformité locale au sein de chaque intervalle, et donc qui est basée sur l'observation des écarts sur les intervalles quantiles. Une fois qu'on a calculé cette distance, on peut utiliser des outils de la statistique exploratoire, par exemple l'analyse sur l'analyse factorielle sur tableau de distance. Et donc là, vous avez le résultat sur 12 pays de la distance, des calculs de la distance de Wasserstein, donc une matrice de distance, entre 12 pays européens, qui a à peu près les mêmes productions, les mêmes types de produits et les mêmes types de charges. Et donc vous voyez que le premier axe, c'est la différence c'est les écarts entre les coûts élevés et les coûts faibles. Du côté des coûts élevés, vous avez la Belgique et la France. Et puis du côté des coûts faibles, vous avez l'Autriche. Et puis le second axe vertical, la deuxième dimension de l'ACP du tableau de distance, c'est les écarts entre coûts homogènes et coûts hétérogènes. Vous voyez que les Pays-Bas ont des coûts très hétérogènes et l'Autriche ou le Royaume-Uni ou l'Allemagne ont des coûts homogènes. Alors ça, c'est basé sur des déciles, en fait, sur une répartition d'un histogramme en déciles. Vous pouvez également après faire une classification ascendante hiérarchique selon cette distance quadratique de Wasserstein. Et quand on regarde les histogrammes, eh bien au premier niveau, à la première l'agrégation de premier niveau, c'est de plus haut niveau, pardon. C'est les différences entre les pays à coût faible et les pays à coût élevé. Et puis, au sein de chacune des classes, là, on voit que la répartition, par exemple, on retrouve l'Autriche du côté des coûts les plus homogènes. Et puis, là, vous avez des coûts faibles
qui sont plus ou moins homogènes, qui sont plutôt plus hétérogènes. Et idem pour les coûts élevés, on retrouve au niveau des grandes classes, de la partition, les partitions de plus haut niveau, on retrouve cette différence entre coûts hétérogènes et coûts plus homogènes. Voilà. Donc avec, par exemple, les Pays-Bas qui vont avoir des coûts les plus hétérogènes. On retrouve les Pays-Bas avec des coûts les plus hétérogènes. Alors, le test de Wasserstein associé à cette distance quadratique, on calcule donc une statistique de Wasserstein toujours avec l'hypothèse localement uniforme sur la base d'échantillons bootstrap qu'on teste. Et vous voyez ici que on a des différences significatives, puisque ici vous avez la ligne rouge qu'on voit pas très bien, mais qui est la position de la statistique observée. Et puis, vous avez là la distribution des écarts. Hein, vous avez la distribution des écarts, la distribution empirique des écarts entre les deux distributions. Je vais accélérer. Donc là, on voit un exemple de significatif, de différence significative entre la Belgique et l'Autriche. Alors, essentiellement on voit les écarts entre distributions, essentiellement pour les coûts les plus extrêmes ici, avec une hétérogénéité plus forte pour la Belgique. Ici, ici la différence, le test entre la Belgique et la France pour des valeurs élevées. Et on voit que là, la statistique n'est pas significative. Hein, ici, le truc rouge, là, la barre rouge. Et puis, on voit évidemment que les écarts entre les deux distributions sont vraiment assez faibles. Alors, on peut également faire une classification divisive de Wasserstein avec des seuils. Donc, l'avantage de la classification divisive, c'est qu'elle nous donne des seuils de coût. Par exemple, la première partition, elle donne ce groupe de pays dont le 37e centile est inférieur à 0,35 versus ce groupe de pays là, Suède, Belgique et France, dont le quantile, le 37e centile va être supérieur ou égal à 0,35, ce qui permet de lire un petit peu les partitions qu'on obtient. Donc c'est une adaptation de l'algorithme de Chavant pour la classification divisive. Et si l'on combine à la fois deux notions, la notion de coût spécifique et la notion de marge brute, qui sont complémentaires, eh bien, on peut arriver à exploiter ces résultats pour fournir des typologies qui sont fondées sur la marge brute et les coûts spécifiques et qui permettent d'exprimer chaque classe. Ici, on a une partition des pays, des régions européennes en 4 classes qui permettent d'expliciter la nature de chaque classe en fonction des coûts spécifiques, ici inférieur à 423 €, pour le troisième quantile et supérieur ou égal à 649 pour le quantile de coût. Alors, je termine en disant quelles sont les perspectives. On a une méthodologie d'estimation qui est basée sur la distribution quantile, sur un critère relativement robuste et qui évite les biais dus à la fin, les effets dus à l'asymétrie des distributions de revenus qui sont dans ce type de distribution important. Donc et c'est réalisable au niveau des régions européennes, donc niveau 2 de la NUTS, avec 4 types de techniques, l'analyse factorielle du tableau de distance, la classification ascendante hiérarchique pour l'instant, le test quadratique et l'extension à la classification divisive. Et ça permet d'élaborer un référentiel typologique de coûts spécifiques au niveau régional. Mais ça peut être abordé pour d'autres types de statistiques d'ordre, qui sont les distributions en classe, quand vous avez, et ça peut être utilisé dans des méta-analyses. Par exemple, dans les méta-analyses, vous n'avez pas accès aux données primaires, vous avez souvent accès aux données secondaires qui sont des tableaux ou des graphiques dans des papiers, et donc on peut récupérer ces données d'histogrammes et faire de l'analyse sur des données d'histogrammes. De même, souvent, parfois dans les données publiques qui sont en open source, on n'a pas les données individuelles, mais on a des données sous forme d'histogrammes. Donc c'est une extension que moi, personnellement, en tant qu'utilisateur praticien, je trouve très utile. Donc je vous remercie
pour votre attention et pour vos questions à venir, parce que ça me permettra d'améliorer le papier qui est sur le site et qui est en révision pour la revue Novae, la revue d'INRAE. Merci beaucoup. Comme l'a dit le premier orateur, on prend les questions à la fin, si vous voulez bien. Je vais demander au deuxième orateur de prendre place, Jean-Bernard Salomon. Et je donnerai le service dans lequel tu travailles quand je verrai ton premier transparent, parce que j'ai oublié. Ouais. À la T2E. T2E. Pardon. Je t'en prie, quand tu veux. Merci. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'indices de ségrégation et de d'un indice de ségrégation et de sa décomposition. Du coup, l'indice, je le dis tout de suite, c'est l'indice d'entropie. Le menu, ensuite, je vais vous parler de sa décomposition. Et comme c'est pas forcément quelque chose qui est très, qui est facile à appréhender, on va faire une petite application au cas de la ségrégation résidentielle selon le niveau de vie selon le type de logement, donc logement social et parc privé. Avant de commencer, je vais rappeler une petite définition de la ségrégation. On voit à peu près tout ce que c'est, mais c'est mieux d'avoir une vision un peu plus claire de ça. Donc, on a des individus qui ont une caractéristique et qui sont alloués à une unité. Donc, par exemple, leur lieu de résidence et une catégorie professionnelle, ce genre de choses. Et on va s'intéresser à la répartition spatiale, ou à la répartition au sein de ces unités des individus selon leur catégorie. Alors, c'est très appliqué à la ségrégation résidentielle, mais on peut aussi penser aux entreprises. Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes, et les unités, ce sera les entreprises. Donc, comment se répartissent les femmes, les hommes au sein des différentes entreprises. Un exemple d'une ville américaine, avec des lignes bien droites. Là, on a des logements rouges, des logements noirs, et ce qu'on voit, c'est que nos unités, c'est nos petits quartiers de notre ville américaine, nos blocks, et ce qu'on voit, c'est qu'on a des quartiers avec principalement des logements rouges, d'autres quartiers où il y a un peu plus de logements noirs, des quartiers mixtes, etc. Donc nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est à quel point il y a des quartiers qui sont très rouges et des quartiers qui sont très noirs, et voilà, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est l'exemple qui va me suivre un peu tout le long de la présentation. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est un peu quantifier cette chose-là. Donc là, on voit bien que oui, il y a des quartiers très rouges, il y a des quartiers très noirs, mais on aimerait quantifier un peu ça. L'idée qu'il y a derrière, c'est peut-être de comparer différentes villes américaines, différentes villes de ce type-là, ou faire des comparaisons dans le temps. Est-ce que il y a plus de ségrégation en 90 qu'en 2020, ou ce genre de choses. Donc l'idée qu'on va avoir pour quantifier ça, c'est d'avoir un indicateur pour mesurer la ségrégation. Et la plupart des indicateurs vont s'évertuer à comparer la distribution globale des caractéristiques sociales, économiques de nos individus au sein de la population globale étudiée et la répartition au sein de chacune des unités. Par exemple, on va regarder la répartition maison rouge, maison noire dans la ville en général, et la répartition maison rouge, maison noire au sein de chaque quartier. Une autre interprétation de ça, c'est de se dire qu'on a, en fait, chaque individu a une certaine variable X qui définit ses caractéristiques socio-économiques. On a une variable Z qui donne son unité d'appartenance, et ce qu'on va chercher, c'est est-ce qu'il y a une différence entre la distribution de X sachant Z ou la distribution marginale de X. Donc l'indice qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'indice d'entropie. Il se base sur cette notion d'entropie. Pour ceux qui ne sont pas familiers, j'ai rappelé la définition juste ici. En fait, l'entropie, si on veut, là c'est l'entropie de Shannon, pour une mesure discrète, c'est une mesure de la diversité au sein de notre distribution. Donc la distribution, on a une probabilité on va dire probabilité, pour un individu d'appartenir à une certaine classe. Donc ici, pour nos maisons, on en aurait deux, maison rouge, maison noire, donc K égale 2. Et ce qu'on va regarder, c'est à quel point on a un équilibre entre les différentes classes au sein dans notre distribution. Donc c'est, pour vous donner les cas extrêmes, si jamais on n'avait que des individus rouges, dans ce cas-là, avec la convention 0 log de 0 vaut 0, on aurait une entropie de 1.
Et si on avait, on aurait une entropie de 0, Et dans le cas où on aurait un truc équilibré, on aurait une entropie maximale. Donc, l'indice d'entropie, en fait, ce qu'il va faire, c'est exactement ce que je vous ai dit avant, mais mesuré à part l'entropie. On va comparer, on va faire une moyenne pondérée des comparaisons entre la différence entre l'entropie qu'on a au sein d'une unité et l'entropie globale au sein de notre ville. Et donc on pondère ça par le nombre de maisons qu'on avait dans chaque quartier, en gros. Donc ça c'est le poids démographique de chacun de mes quartiers. Et on renormalise pour pouvoir faire des comparaisons, parce que c'est plus simple d'avoir un indicateur synthétique entre 0 et 1. Ça nous permet de comparer les villes entre elles ou les différents secteurs entre eux. Voilà, donc ce que je vous ai dit, l'indice d'entropie va varier entre 0 et 1. 0, ça sera absence totale de ségrégation, donc on a la même répartition au sein de chacune des unités et dans la population globale. Il vaut 1 quand on a une ségrégation maximale, donc on a une certaine répartition dans notre population globale, mais en fait nos unités ils sont complètement... notre couleur de maison va être complètement déterminée par l'unité dans laquelle on se trouve. Et pour revenir, en fait, pour ceux qui sont un peu plus matheux, c'est une version renormalisée de la distance de Kullback-Leibler entre la loi jointe de nos variables x et z et des produits des marginales. Voilà. Donc c'est comme ça, vous pouvez voir que c'est vraiment une distance entre les distributions qu'on voulait mesurer. Et le but de ce petit projet, c'est de regarder la décomposition de l'indice d'entropie, parce que l'indice d'entropie est décomposable. Donc on va regarder un premier cas qui est assez simple. Maintenant, on a non seulement notre ville de tout à l'heure, avec nos maisons rouges, nos maisons noires qui sont réparties dans différents quartiers, mais en plus on a des quartiers bleus et des quartiers blancs. Donc on a, nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir est-ce que en fait la ségrégation, la mesure de la ségrégation qu'on a, c'est pas simplement parce qu'en fait il y a de la ségrégation entre des quartiers bleus et des quartiers blancs, mais ou à quel point on peut voir quelle part de la ségrégation peut s'expliquer en gros par le fait qu'on a des quartiers bleus et des quartiers blancs. Dans ce cas, alors je vous donne pas, c'est assez court comme format de présentation, je vais pas aller dans les détails, mais on peut décomposer l'indice d'entropie entre une partie qu'on va appeler between, qui est en fait la ségrégation si on avait séparé notre ville que en deux quartiers, les quartiers bleus, les quartiers blancs. Ça c'est notre partie between, et une partie qu'on va appeler within, en fait qui est une moyenne pondérée pour chacune des couleurs de quartier de la ségrégation entre les différents blocs ici. Donc pour nous, là dans notre exemple, D égale 2, et voilà. C'est une décomposition, en fait, si vous voulez, c'est un peu le pendant de variance inter, variance intra, mais pour la décomposition d'un indice d'entropie. Donc ça c'est très bien, je pourrais terminer là, l'indice d'entropie est décomposable, je vous avais dit que je vous parlerai de décomposition d'indice d'entropie. On s'arrête là. Mais dans le cas qui m'a intéressé, moi je m'intéressais au logement social. Et le problème, c'est que le logement social, on n'a pas un quartier logement social et un quartier sans logement social. On a des quartiers avec beaucoup de logement social, mais du parc privé, et on a des quartiers avec que du parc privé. Mais on a généralement, le logement social, il se diffuse un peu. Donc là, on a notre ville de tout à l'heure, sauf que maintenant, on a parmi nos logements, on a des immeubles et des maisons. Donc on a des immeubles noirs, des immeubles rouges, on a des maisons rouges, des maisons noires, et tout ça se répartit joyeusement dans notre ville. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas cette superposition de grilles entre les quartiers bleus et blancs. Là, en fait, la variable selon laquelle on veut décomposer notre indice d'entropie, elle est diffuse au sein de nos différents quartiers. Donc on va noter Y, là c'est un peu verbeux, mais on va noter Y, le critère selon lequel on souhaite décomposer l'indice. Donc ici ça va être parc privé, parc social, immeuble, maison. Ça prend des valeurs dans Y, donc immeuble, maison, et donc pour nous, chaque individu va avoir du coup 3 caractéristiques. Une caractéristique socio-économique, la couleur de la maison, une unité d'appartenance, son quartier, donc le bloc dans lequel il est, et une valeur, est-ce que c'est une maison ou est-ce que c'est un immeuble, est-ce que c'est logement social ou parc privé.
Et dans ce cas-là, on a cette formule assez horrible. Je vous la mets juste parce que comme ça, pour ceux qui veulent aller voir les slides ensuite après les JMS, ils l'auront. Mais faut retenir que c'est un peu la même idée que tout à l'heure. On va avoir une décomposition within, between, avec un terme en plus qui va apparaître. Donc là, on a notre terme between, donc c'est la ségrégation, comme si on prend nos logements et on les resépare, on met tout le parc social d'un côté, tout le parc privé de l'autre, quoi, toutes les maisons d'un côté, tous les immeubles de l'autre, et on regarde la ségrégation entre les gens qui sont dans les immeubles et les gens qui sont dans les maisons. Ça, c'est notre terme between. Ensuite, on a notre terme within, donc on laisse les immeubles là où ils sont, on efface le parc privé, on prend juste le parc social et on regarde la ségrégation résidentielle juste pour le parc social. Ensuite, on fait la même chose, on efface le parc social, on prend juste le parc privé, on regarde la ségrégation résidentielle là, et on fait une moyenne pondérée des deux. Alors, je vous passe les pondérations, il y a à chaque fois le poids démographique, mais aussi des rapports d'entropie. Voilà. Pour l'interprétation, c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Et on a ce terme qui apparaît, qui est un terme que j'ai appelé local, en fait, qui nous dit, oui, mais donc là, on a fait comme si vraiment le parc social et le parc privé, ils étaient vraiment séparés. Alors, ils sont séparés, on peut regarder deux villes séparées avec une le parc social, une le parc privé. Puis en plus, après, ces deux villes, elles sont séparées en quartiers et il y a de la ségrégation interne. Mais en vrai, il y a des logements sociaux près des logements privés. Et du coup, ça va nous rapporter de la diversité au sein de nos blocs et ça va contribuer négativement à notre indice d'entropie globale. Voilà. Donc si vous n'êtes pas convaincu, c'était un peu abscon là, ce que je vous ai dit, on va prendre un cas précis, donc le cas du logement social que j'ai commencé un peu à déflorer pendant la présentation, et on va voir comment ça s'applique. Donc voilà, on reprend notre cas de tout à l'heure, on a une unité urbaine, on a des ménages qui sont classés selon leur quintile de niveau de vie. Comme unité, on va prendre les iris d'habitation des ménages et on va regarder parc social versus parc privé. Donc notre formule horrible de tout à l'heure, je vais la mettre en couleur parce que elle est toujours aussi horrible mais elle est plus jolie. Du coup, on a notre terme between, c'est ce que je vous ai dit, c'est ségrégation des ménages selon le niveau de vie entre ceux du parc social, entre tout le parc social et tout le parc privé. Le deuxième terme, c'est pour chaque parc de logement, donc parc social ou parc privé, on va regarder la ségrégation spatiale des ménages, pour chacun des parcs. Et notre troisième terme qui contribue négativement, c'est pour chaque iris, on va regarder à quel point le parc social apporte de la diversité au sein de cet iris. Et ça, on va en refaire une moyenne. Et tout ça, en fait, ça nous donne l'indice d'entropie qu'on aurait calculé avant, avec juste la formule toute simple qui n'était pas horrible. Voilà, donc on regarde ce que ça donne sur des vraies données. Donc là, je vous ai pris pour quelques unités urbaines, on a du coup notre décomposition de l'indice d'entropie. Donc le vrai indice d'entropie, c'est le point noir. C'est celui qu'on pouvait calculer assez facilement. Et là, on voit la décomposition en barres. Donc ce qu'on voit par exemple, c'est que pour Marseille et Paris, en fait, la part la plus importante de la ségrégation, c'est dû à une ségrégation spatiale. En fait, c'est la partie, je ne sais pas si c'est la partie within, le bleu clair. Donc c'est une ségrégation spatiale au sein de chaque parc. C'est la moyenne ça. Et en vrai, quand on redécompose ensuite entre parc privé et parc social, là-dedans, c'est vraiment le parc privé qui est très très ségrégé dans ces grandes villes. Et donc ça contribue beaucoup à ça. Et en fait, le parc social, il peine un peu à remettre de la diversité au sein de chaque iris. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour Nantes. Alors, voilà, je connais pas très très bien Nantes, mais je vois un peu. En fait, là, ici, il y a une vraie ségrégation between. Donc, le parc social accueille des très très pauvres. Le parc privé peut accueillir des pauvres, mais des très très riches aussi. Donc, il y a vraiment une séparation entre les ménages pauvres et les ménages riches au sein de chacun des parcs. Mais en fait, le parc social est assez bien réparti au sein de l'unité urbaine, en tout cas là où il y a du parc social. Donc il est assez bien réparti au sein de l'unité urbaine, ce qui fait que, du coup, ça vient compenser et ça vient faire bien baisser notre indice de ségrégation globale au sein de la ville. Donc voilà, je pense que je serai dans les temps, j'espère. Du coup, pour conclure, l'indice d'entropie, ça permet de mesurer la ségrégation. Il est facilement décomposable dans le cas où on a cette superposition de grilles, quartier bleu, quartier blanc.
Mais donc c'est ce qu'on appelle mutuellement exclusif pour le terme technique. Mais non, dans le cas où on a une grille qui est un peu diffuse au sein de nos unités, quoi, qui ne se superpose pas avec les unités, dans ce cas-là, on peut quand même décomposer l'indice d'entropie. La décomposition est un peu plus complexe, mais l'avantage, c'est que ça reste interprétable. Voilà. Donc il y a sûrement d'autres manières de décomposer ça, par exemple en regardant les modèles log linéaires pour l'analyse des tableaux de contingence. C'est un peu l'idée de regarder ces liens entre variables de localisation, etc. C'est à faire, et ça pourrait être intéressant. C'est une autre piste. Merci beaucoup. Je laisse la place au troisième orateur. Ça sera ma question, le dernier point. Le dernier point, ça sera la question que je voulais te poser. Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de commencer la présentation elle-même, je vais vous raconter la petite histoire qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc moi je suis ingénieur de recherche à INRAE, je m'intéresse à l'évolution des exploitations agricoles. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'avais fait un papier où on regardait l'évolution des inégalités de taille des exploitations agricoles en France depuis les années 70. En mesurant l'indice de Gini au niveau français. Et en fait, on a constaté, on s'y attendait pas au début, que cet indice de Gini, il est super stable depuis 50 ans et même peut-être 70 ans. Et donc, quand j'ai commencé à présenter ça dans différentes instances, et notamment auprès de professionnels, etc., ils me disaient « Oui, d'accord, mais enfin quand même, ça s'est concentré. » Je disais « Oui, mais je mesure pas la même chose. Il y a effectivement moins d'exploitations qui sont plus grandes, mais en tout cas, les inégalités de taille n'ont pas changé. Oui, mais quand même, ça s'est concentré. » Bon, je me suis dit, il faut quand même que j'essaye de regarder ces aspects de concentration, c'est autre chose, mais de le regarder de façon un petit peu rigoureuse, en ne regardant pas seulement l'évolution du nombre et l'évolution de la taille moyenne, mais en allant un petit peu plus loin. Et c'est là qu'en cherchant, j'avais vu qu'en économie industrielle, on utilise l'indice de Herfindahl-Hirschman pour mesurer ces aspects de concentration d'un secteur. Et donc, sauf que moi, dans mon secteur à moi, il y avait un petit problème, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, de la façon que j'ai trouvé pour résoudre ce problème. Donc du coup, l'indice de Herfindahl-Hirschman, qu'est-ce que c'est ? Je reviens rapidement dessus. En fait, c'est assez simple, c'est la somme du carré des parts de marché de chaque firme. D'accord ? On observe les parts individuelles de chaque firme, on prend le carré, on fait la somme et ça donne un indice de Herfindahl-Hirschman. Si on est en pourcentage, ça varie entre 0 et 10 000. 10 000, c'est très concentré, 0, c'est pas du tout concentré. Si on est vraiment sur les parts, ça varie entre 0 et 1. Mais donc, ça nécessite d'avoir les parts de marché individuelles. Et le problème, c'est que nous, dans notre secteur, en tout cas, on n'a pas ces parts individuelles. On a juste des données agrégées. Alors peut-être qu'il faudrait que je les appelle plutôt des données groupées. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a des catégories, des classes de taille, des catégories de taille pour lesquelles on sait le nombre d'exploitations et la surface totale ou la surface moyenne qu'elles occupent, d'accord ? Mais on n'a pas la taille de chaque exploitation. Et donc du coup, l'idée, ça a été de simuler ces parts de marché pour estimer l'indice de Herfindahl-Hirschman. Donc je vais vous présenter trois estimateurs. Le premier, il est même trop simple, et les deux autres sont un petit peu plus élaborés. Ils sont basés sur l'utilisation de la courbe de Lorenz. Donc le premier estimateur, qui est pas du tout satisfaisant, mais voilà, ça permet de voir un petit peu ce qu'on fait, c'est de faire l'hypothèse qu'au sein de chaque catégorie, c'est un petit peu ça revient à l'hypothèse qu'a fait Dominique tout à l'heure, on a une taille homogène de toutes les firmes au sein de chaque catégorie. Donc c'est facile, on dit voilà, on a justement un nombre de firmes et une taille totale de ces firmes pour une catégorie, et elles ont toutes la taille moyenne. Bon, ça donne un premier estimateur, voilà, qui est assez simple à calculer. Le deuxième, donc, on va faire l'hypothèse qui est un petit peu l'hypothèse opposée, qui est de dire, non, au contraire, les tailles des firmes sont toutes différentes. On n'a pas deux firmes qui font la même taille au sein d'une catégorie. Et pour essayer d'estimer ces tailles individuelles, on va utiliser une courbe de Lorenz paramétrique. Donc la courbe de Lorenz, je sais pas si tout le monde doit être à peu près familier avec, mais en fait, on regarde les parts cumulées des firmes, et c'est à partir de ça aussi qu'on calcule l'indice de Gini.
Et donc nous, avec nos données, on peut estimer une courbe de Lorentz paramétrique en choisissant une forme fonctionnelle ad hoc. Enfin, on choisit. Il y a plusieurs dans la littérature. Il y a pas mal de formes fonctionnelles. Là, j'en ai choisi une qui est celle de Rasch et de ses co-auteurs de 1980, qui est assez flexible et qui s'adapte bien à pas mal de distributions. Donc, qui utilise deux paramètres alpha et bêta. Donc, en fait, on fait juste une régression non linéaire. On ajoute un terme d'erreur et puis on a juste la courbe qui passe le mieux par nos points qui définissent la courbe de Lorentz. Vous reverrez ça tout à l'heure. Et donc, du coup, l'hypothèse ensuite qu'on fait, c'est de dire chaque firme représente effectivement 1 sur n% de la population. Elles ont toutes des tailles différentes et on peut calculer la taille de chacune de ces firmes en faisant en fait la différence de la courbe de Lorentz. Enfin, on regarde la courbe de Lorentz, la valeur de la courbe de Lorentz pour la firme I. Et on regarde la valeur de la courbe de Lorentz pour la firme I-1, on fait la différence et ça nous donne en fait la taille de la firme I. D'accord ? Et donc du coup, après notre indice de Herfindahl-Hirschman, il est estimé comme d'habitude, on a ses parts individuelles, on prend le carré, on fait la somme et ça roule. La limite de cet indicateur, c'est que quand on fait la somme des parts individuelles au sein de chaque catégorie, donc c'est les PK, là, K c'est l'indice des catégories, en fait, comme notre courbe de Lorentz, on a un terme d'erreur et qu'elle ne s'ajuste pas exactement aux données empiriques, et en fait, la somme des parts pour une catégorie donnée ne correspond pas, enfin estimée, ne correspond pas à la part effectivement observée dans les données. Et donc du coup, pour essayer de se résoudre ce problème, j'utilise, maintenant vous savez ce que c'est que l'entropie, et donc j'ai utilisé la méthode du maximum d'entropie qui permet en fait, en gros, on va chercher les probabilités, enfin les parts individuelles, qui sont les plus proches des parts que je viens d'estimer avec ma courbe de Lorentz, mais qui satisfont les contraintes. Et donc du coup, là, par rapport aux notations de l'intervenant précédent, vous voyez qu'il y a un dénominateur avec les pays chapeaux, c'est parce qu'on utilise les pays chapeaux comme des priors pour déterminer les P tilde. D'accord ? Et donc, on voit que la somme des P tilde correspond à la part cumulée de chaque catégorie. Et à ce moment-là, on récupère bien les P tilde, qui non seulement sont des parts toutes différentes, des parts individuelles toutes différentes, mais en plus, quand on les réagrège, elles correspondent exactement à nos données observées de départ. Et ça nous donne notre troisième estimateur du HHI. Donc pour voir un peu comment tout ça se comportait, donc n'étant pas statisticien, je pense que j'ai un peu survendu mon travail en mettant propriété statistique dans le titre. Je suis pas allé jusque là. Donc j'ai regardé déjà comment ça se comportait quand même en faisant des simulations Monte Carlo, en disant je vais regarder, je vais calculer mes trois estimateurs en fonction de la taille de ma population. Parce qu'il y a des secteurs où il y a très peu de firmes, et puis nous en agriculture, on en a de moins en moins, mais encore 400 000. Le nombre de catégories, parce qu'on peut avoir des données empiriques où on va avoir 3 classes, 10 classes, 20 classes de taille. Et puis la forme de la distribution, parce qu'on peut avoir des distributions très concentrées ou très homogènes. D'accord ? Et donc du coup, la stratégie, ça a été de simuler plein de populations de firmes, en fait. Alors, je vais peut-être aller un petit peu vite, mais en gros, j'ai construit des distributions de taille log normale, d'accord, qui sont définies en fonction de mu, la moyenne, et puis au lieu de définir l'écart type, j'ai défini l'écart type en fonction de l'indice de Gini que je voulais avoir. Ce que j'ai fait varier après, c'est l'indice de Gini, et pas l'écart type lui-même. Et donc voilà, il y a une stratégie comme ça. Et puis une fois que j'ai cette distribution un peu théorique, je tire aléatoirement n firmes. Je peux faire varier mon grand N. Et comme ça, je peux avoir des populations de 10, 100, 1000, etc. firmes qui suivent bien ma distribution des tailles. À partir de cette distribution, je peux calculer le vrai HHI de la population que je viens de simuler. Et une fois que j'ai fait ça, je regroupe mes vraies firmes simulées en K catégories. Là, dans cet exemple, dans ces simulations Monte Carlo, j'ai fait des quantiles. D'accord ? Donc, des quantiles de taille. Donc, ces simulations Monte Carlo, donc vous voyez, j'ai pris 5 valeurs de grand N, en allant même jusqu'à 1 million, parce que voilà, pour aller très très loin sur vraiment des très très grosses populations. L'indice de Gini, je l'ai fait varier de 0,2 à 0,9. Donc 0,2 c'est plutôt très homogène, 0,1 c'est plutôt 0,9 c'est plutôt très hétérogène.
Et puis, j'ai pris 3 valeurs de catégories, 5 catégories, 10 catégories, 20 catégories. Et à chaque fois, en fait, j'ai fait 10 répétitions. Donc là, il faudrait en faire plus, mais pour l'instant, j'en ai fait que 10. Pour simuler, pour un N donné, un Gini donné et un nombre de catégories données, simuler plusieurs populations possibles, en fait. Les résultats principaux, c'est que, comme on s'y attendait, heureusement, l'indice de Herfindahl-Hirschman, il décroît avec la population. Plus il y a de firmes, moins c'est concentré, et il est croissant avec le Gini. Plus les tailles sont hétérogènes, plus il y a aussi de la concentration. Les résultats, c'est là où c'est un travail qui est vraiment court et qui est, pour l'instant, vous allez me dire, les résultats sont pas terribles, et vous avez raison. C'est-à-dire que mon estimateur très très simple, là, avec l'hypothèse de taille homogène, il sous-estime de 70% le vrai HHI, donc c'est vraiment pas terrible. Mes 2 estimateurs, finalement basés sur la courbe de Lorenz, sont assez peu différents, donc ça vaut pas forcément le coup de s'embêter à faire le pas supplémentaire avec l'entropie. Et c'est pas terrible, mais c'est un petit peu mieux quand même, mais il surestime le vrai HHI de 20% en moyenne. Graphiquement, ça donne ça. Donc on voit que à gauche, c'est mon premier estimateur très très simple. On a la diagonale, enfin vous voyez pas très bien, mais il y a la diagonale, et en gros tous les points rouges, ils sont sous la diagonale, et on est vraiment on sous-estime très fortement. Les 2 autres estimateurs, ils sont très très proches en fait, et ils sont plutôt tendance à surestimer. Ils sont au-dessus de la diagonale, mais il y a quelques points qui sont en dessous. Voilà. Avec le temps qui me reste, je vais vous parler de 2 applications empiriques que j'ai fait. Donc quand même, j'ai travaillé sur le secteur agricole en comparant 3 États membres de l'Union européenne, donc la Bulgarie, la France et l'Irlande, avec des données du recensement agricole où en fait on a 8 catégories de taille en hectares. Et vous voyez que la Bulgarie, sa courbe de Lorenz, elle est très très hétérogène, d'accord. On a un Gini qui est de 0,97, donc c'est énorme. En France, on est un peu entre les deux. On est un Gini de 0,6, et puis en Irlande, on est un Gini de 0,5. Donc l'Irlande est plus homogène que nous. Et en fait, voilà. Donc on peut calculer les 3 estimateurs. On voit que la Bulgarie, elle est plutôt, enfin c'est elle qui a les estimations les plus élevées, et la France les plus faibles. Et en fait, on va dire que la Bulgarie, il y a à la fois, enfin c'est surtout l'hétérogénéité de distribution qui fait que c'est très concentré. L'Irlande, c'est plutôt parce qu'ils ont peu d'hétérogénéité, et puis ils ont peu de firmes. Et la France, en fait, on est plus hétérogène que l'Irlande, mais on a beaucoup plus de firmes, ce qui fait baisser le HHI. Deuxième exemple, pour vous montrer que ça marche, là, donc les données agricoles, vous avez vu, on est sur des centaines de milliers de firmes. J'ai appliqué la méthode aussi à des données de Golan et ses co-auteurs de 96, où il y avait des données sur 10 firmes, où là on a effectivement, parce que dans le cas précédent, j'ai pas le vrai HHI, donc je peux pas comparer pour voir si mes estimations sont bonnes ou pas. Là on avait les données, enfin on pouvait retrouver les données individuelles des 10 firmes, et donc j'ai refait les calculs. Vous voyez que le vrai HHI, il est de 1311, et ma meilleure estimation, là on va dire mon 3e estimateur, il est de 1304, donc on n'est pas si mal pour le coup. L'écart est seulement de moins de 1%, mais là ça marche bien parce que nos 10 firmes, elles ont vraiment toutes des tailles différentes sur ces 10 firmes-là. Donc la méthode marche pas trop mal. Le graphique, en fait, là, ça reprend les parts individuelles de chaque firme. Et pour conclure, donc en résumé, on pourrait dire que mon premier estimateur, c'est une borne inférieure, mais vraiment très très inférieure, donc il n'est pas très très intéressant. Et mes 2e et 3e estimateurs, ils constituent plutôt des bornes supérieures, puisqu'ils font l'hypothèse que toutes les firmes ont des tailles différentes. Et donc l'estimateur 3, finalement, il appartient pas forcément grand chose. Et donc ce qui explique que mes résultats sont pas terribles, c'est que les 2 hypothèses sous-jacentes sont peu satisfaisantes, au sens où, dans la vraie vie, en pratique, à part sur vraiment des très petites populations, les tailles des firmes, elles sont ni toutes homogènes, ni toutes différentes. D'accord. Il peut y avoir des cas où en fait on a à la fois, des firmes qui vont avoir à peu près les mêmes tailles, et donc il faudrait en tenir compte. Alors que là, moi, je fais l'hypothèse qu'elles sont toutes différentes. Et donc du coup, la piste d'amélioration à laquelle j'ai pensé, ce serait de combiner les deux, c'est-à-dire que dans chaque catégorie, on supposerait que les firmes se répartissent en fait en M partitions. D'accord. Donc, et au sein de chacune de ces M partitions, les firmes sont de taille homogène.
Ça permettrait, en faisant varier comme ça le nombre de partitions qu'on regarde au sein d'une catégorie, ça permettrait aussi de simuler plusieurs fois mon HHI en fonction de cette hypothèse de distribution en fait, des firmes intra-catégories, et du coup de calculer un écart type pour ces deux derniers estimateurs, et donc peut-être pour le coup faire vraiment une étude des propriétés statistiques de biais et de convergence, etc. Voilà. Et juste, il me reste un tout petit 1 minute. Là, vous pouvez me dire, ouais, notamment cet exemple-là, c'est pas complètement intéressant parce qu'en fait le HHI, il est quand même, on voit quand même qu'il varie pas complètement comme le Gini, c'est-à-dire que le Gini est plus élevé en France et pourtant le HHI est plus faible. Là où c'est intéressant aussi, c'est de regarder cet estimateur sur le temps. Et du coup, les essais que j'ai faits, on voit qu'effectivement en France, le Gini il est constant et le HHI a effectivement beaucoup augmenté. Et pour reboucler avec la présentation d'avant, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi décomposer mon estimateur là en deux parties, avec un effet qui est dû justement à l'effet population, le fait qu'il y ait moins de firmes, et un effet distribution sur la distribution des tailles. Voilà, ce sera ça l'intérêt aussi dans les applications empiriques. Merci. Merci beaucoup aux 3 orateurs, encore une fois, pour leur exposé, et merci d'avoir respecté la contrainte de temps. Qui a des questions, s'il vous plaît? C'était une question à propos du troisième estimateur. Vous faites un maximum d'entreprises. Je voulais savoir le sens derrière. Pourquoi vous essayez de maximiser l'entreprise? Le maximum. Je suis pris l'électricité statique. En fait, c'est la méthode, c'est le maximum parce que, étant donné la formule de l'entropie, comme c'est P log de P et qu'on est sur des probabilités qui sont inférieures à 1, en fait, c'est négatif. Et donc du coup, je dis pas, enfin on peut prendre moins P log de P en vrai, mais là on le fait pas. Et du coup en fait la forme de la courbe, elle est concave, et donc du coup on maximise, parce que en fait c'est la maximisation de l'entropie. C'est en gros comme on n'a pas de l'information totale, on va chercher la distribution qui est la plus proche de nos priors, mais qui aussi, comment je le dirais bien, maximise enfin, on va essayer de maximiser l'information qu'on a à travers nos priors, pour donner l'intuition. Merci. Je rappelle, vous pouvez poser des questions sur les 3 exposés, et qu'on a aussi des personnes qui sont sur Zoom qui ont peut-être des questions. Non, pas pour l'instant. Bon, Corentin, c'était... Merci pour les 3 présentations. Alors j'ai une question pour Jean-Bernard. Je me demandais si tu t'étais interrogé sur la façon dont tes estimateurs géraient les problèmes d'agrégation spatiale, enfin, c'est-à-dire de délimitation des quartiers que tu utilises. Là, tu utilises l'iris, mais est-ce que ça change quelque chose qui est des nombres d'iris différents dans les villes que tu compares? Est-ce que tu obtiendrais les mêmes résultats si tu prenais un zonage plus petit ou au contraire plus agrégé? Est-ce que le fait que les iris soient de taille différente, ça pose des problèmes, etc. Du coup, oui, en fait, c'est classique pour à peu près tous les indicateurs. Alors, je suis pas allé jusqu'à pour tous les indices de ségrégation, c'est le MAOP, et du coup, on n'a pas encore d'indice qui permet de se séparer de ça, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on... Voilà. Je ne sais pas à quel point ça influence la décomposition, par contre. Je suis pas allé regarder ça, mais en effet, ça pourrait être intéressant de voir si nos parties de l'indice sont un peu plus sensibles ou un peu moins sensibles à ce genre de choses-là, sachant que, en fait, dans le cas qui m'intéressait, dans le cas du logement social, c'est vrai qu'on a quand même... certaines villes, certaines unités urbaines où on a très très peu d'iris avec du logement social et beaucoup d'iris sans logement social, ce qui fait que les indices sont il peut y avoir une influence, mais en effet. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à corriger le tir. Pour la même présentation. J'imagine que votre
travaux se généralisent assez facilement à plusieurs catégories, vu que finalement, croiser des catégories, ça fait juste beaucoup de catégories. Mais est-ce qu'il y a des façons de faire ça enfin, de décomposer l'entropie avec des variables continues, ou est-ce que ça n'a pas de sens et il faut absolument discrétiser? Du coup, ça serait pour, au lieu d'avoir un truc parc social, parc privé, on aurait un continuum de parcs, quoi. Ou c'est décomposé selon un critère continu parce que autant je vois bien à peu près comment on peut calculer une entropie continue, ça y a pas de souci, et du coup regarder des distributions comme ça. Généralement on le fait par découpage parce que ça vient c'est plus simple, mais pour les catégories, pour le niveau de vie, par exemple, là je regardais des quintiles de niveau de vie, mais on aurait pu regarder la distribution du niveau de vie et ça aurait pas posé de problème. Pour décomposer suivant un continuum là je sais pas. Mais mathématiquement ça va être rigolo. Quand on regarde la tête de la formule, je pense que intuitivement ça va transformer nos sommes en intégrales et ce genre de choses-là. Pas sûr que tout passe. Merci pour votre présentation. Je voudrais revenir sur le HHI. Donc, sur votre application comparant les 3 pays, France, etc. Et j'ai été surpris de constater que quand on avait un Gini de 0,97, si vous pouvez remettre la diapo, on a un écart de plus de 95% entre le HHI bar et les autres. Alors que quand le Gini passe à 0,60, c'est-à-dire une réduction, je sais pas, de 0,3, là, les estimateurs sont très proches. Et donc, ma question, c'est, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez, en quelque sorte, mesuré l'effet marginal d'une variation de l'indice de Gini sur l'écart des estimateurs? Ok. Alors, la première partie de la réponse, c'est que je pense que dans le cas de la Bulgarie, en fait, c'est que vous avez donc il y a 357 000 exploitations, mais en fait, il y en a très très peu qui sont très 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 grandes, et il y en a beaucoup qui sont très très petites. Et donc, du coup, en faisant l'hypothèse qu'elles ont toutes une taille homogène, qu'elles ont toutes la même taille, en fait, les 357 000, du coup, ça fait un HHI qui est très faible, quoi, parce que chacune a une part très faible. Alors qu'en vrai, les très très grandes, elles ont des parts, pour le coup, qui sont, elles restent faibles par rapport à ce qu'on peut voir dans l'industrie, mais elles sont quand même vachement importantes, et donc du coup, elles augmentent beaucoup le HHI. D'accord? Alors qu'en France, c'est là où c'est intéressant le HHI par rapport au Gini, c'est que l'Irlande est plus homogène que la France. Mais par contre, il y a 4 fois plus quasiment de firmes d'exploitation en France qu'en Irlande. Et donc du coup, les parts de chaque firme sont beaucoup plus faibles en France qu'en Irlande. Et donc c'est pour ça que le HHI français, il est très faible par rapport au HHI irlandais. Il est beaucoup plus faible. Et pour la deuxième partie de votre question, non, j'ai pas regardé l'augmentation marginale, la relation, mais je pense que comme justement il n'y a pas de relation univoque et linéaire entre le Gini et le HHI, mais en tout cas justement c'est intéressant de comparer les deux. Donc ça reste à faire. Oui, bonjour. Donc François Michelot de l'Institut Paris Région. Donc ma question va porter sur la deuxième présentation. Alors une demande de précision et peut-être un élément d'interprétation en fait sur la décomposition que vous présentez. La question c'est, on est bien d'accord que votre analyse elle porte sur les logements sociaux d'un côté contre tout le reste. Oui. Voilà. Donc en fait, il y a le parc locatif privé qui vient intervenir en fait. On est d'accord que on a dans tout ce qui est non logement social, on a le logement privé locatif et les propriétaires. Mmh. Et le problème, c'est que dans les différentes métropoles ou villes, alors je ne sais pas si vous prenez métropole ou ville. C'était unité urbaine, mais oui. Voilà, ouais. Donc on va dire métropole pour dire simplement. Voilà. Donc en fait, le rôle du logement locatif privé ne joue pas de la même manière. C'est tout simplement. Plus la ville est grosse, en fait, globalement, plus c'est du logement dégradé qui est du reliquat de logement social, on va dire, quasiment. Donc, en fait, le parc privé locatif, souvent qui est assez nombreux, plus nombreux dans les grandes villes, en fait, va jouer un rôle, en fait, de logement social par procuration avec des populations qui sont plus proches du logement social que des propriétaires. Voilà.
C'était juste ça. Oui, bien sûr, mais merci beaucoup. Et puis c'est vrai qu'après la décomposition, on peut le faire. Là, j'ai fait parc privé, parc social pour avoir une décomposition en deux, mais on peut y aller. Oui, bonjour. Juste une question pour Laurent, juste pas technique, mais juste pour revenir sur le point de départ, ou peut-être aussi un peu le point d'arrivée. Pourquoi dis-tu que tu n'as pas accès aux données individuelles qui permettraient de calculer l'indicateur à partir des vraies données, donc à partir des données du recensement, auxquelles tu as certainement accès d'ailleurs. Voilà, on peut le faire, en tout cas au moins en France. Après, c'est un petit peu compliqué d'avoir les données pour les autres pays, mais quand même. Donc, je vais peut-être rater quelque chose, mais du coup, pourquoi il faut faire tout ça alors qu'il y a des données individuelles qui existent? Oui, c'est vrai que non, mais ça s'améliore, ça s'est amélioré. Maintenant, on y a accès, mais pendant longtemps, on n'y avait pas accès. On n'y a pas toujours accès. En première approche, on n'y a pas forcément toujours accès. Enfin voilà, faut faire les démarches CASD, tout ça. Donc c'est super, hein, je remets pas en cause. Mais moi, dans l'idée, c'est de dire, il peut y avoir des applications empiriques où on n'a pas accès. En fait, là je vois, moi je travaillais aussi j'ai commencé à travailler avec un collègue brésilien qui fait un travail un petit peu comme ça au Brésil. Il n'a pas accès aux données individuelles, il a que des données agrégées au niveau statistique. Donc ça pourrait s'appliquer, quoi. Donc c'est plus, alors c'est pas pour la gloire comme on nous a dit en fin de matinée, mais pas que en tout cas, mais c'est aussi pour pouvoir s'adapter à des contextes différents. Donc justement, une des idées que j'ai aussi, c'est que pour la France en tout cas, c'est de refaire de comparer mon estimation là que je vous ai présentée avec effectivement ce que je vais pouvoir calculer comme vrai HHI à partir du recensement des données individuelles du recensement que j'ai. Mais par contre, c'est vrai que pour les autres pays de l'Union européenne, actuellement, j'ai pas accès aux données individuelles du recensement. J'ai que des données Eurostat ou DG Agri qui sont agrégées par catégorie. Ça répond à... Merci, on a déjà un peu dépassé l'horaire. On a peut-être le temps pour une petite question rapide. Ouais. Ce n'est pas une question, excusez-moi, c'est juste un commentaire. Comme j'avais oublié le nom de la personne de l'INSEE qui avait collaboré à nos travaux, je l'ai retrouvé, c'était Michel Cincinnatus, peut-être certains d'entre vous, qui était un programmeur de haut vol en SAS d'ailleurs, et puis de l'INRA également. Bon, il y a Jean-Christophe Bureau qui est à Groupe Aritech, mais il y a aussi Jean-Pierre Buteau qui a considérablement travaillé sur cette question et a favorisé la collaboration entre l'INRA et l'INSEE. Merci. Merci beaucoup. Bon, enfin, on va s'arrêter là, mais si vous avez on applaudit à nouveau.